Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente de vous présenter Régine Cousin, qui a été la professeure d'astrologie qui a fait l'astrologue que je suis aujourd'hui. C'est simple, il n'y a pas d'autre façon de le dire, Régine, c'est vraiment ça. Régine est d'origine française, elle était au Québec, elle est venue ici pendant quelques années pour repartir en France. Elle est retournée en France depuis maintenant 9 ans. Elle habite à 80 km de Toulouse ou Carcassonne. Puis Régine, c'est une enseignante d'astrologie depuis 21 ans. Elle est astrologue depuis 23 ans. Elle pratique une astrologie de type psychologique qui, à mes yeux, est l'astrologie la plus fantastique qui soit. Puis elle a une formation aussi de psychosynthèse qu'elle a fait ici à Montréal, pas à Montréal, à Poénégamouk. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, avec Régine aujourd'hui, bonjour Régine. Bonjour, ma chère. Très heureuse. Ça se peut, comme elle habite quand même dans un petit village, n'est-ce pas? Le son est parfois un peu vacillant, mais c'est pas grave, mettez ça plus fort et ça va être correct. Je vais essayer de parler lentement. Okay. Donc, on va regarder ensemble le fameux thème astral que nous analysons tous ensemble. Oui. Alors, toi, Régine, quand tu arrives devant un thème, qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, j'ai pour habitude de prendre le temps. Ça, c'est important. Je prends le temps parce que j'ai besoin, pour chaque personne que je rencontre, de la ressentir, déjà. Donc, j'ai envie de dire que j'essaie, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais j'essaie de me mettre dans la peau du personnage, déjà. Après ça, avant de rentrer dans les détails, j'ai besoin de, on va dire, 2 minutes pour voir qu'est-ce qui ressort du thème, en fait. Okay. Sans rentrer tout de suite dans les détails. Ça, pour moi, c'est important que lorsque je monte une carte du ciel, que ça m'interpelle. Tant que ça ne m'interpelle pas, je prends le temps. Voilà, ça, c'est très important. Donc, je ne vais pas tout de suite… bon, bien sûr, il y a des choses qui me marquent tout de suite, d'accord? Mais la première chose que je vais faire, bon, déjà, je vérifie toutes les données et je vais m'intéresser à savoir à qui j'ai affaire au niveau à quel tempérament j'ai affaire. Donc, ça, c'est important pour moi de voir le tempérament de la personne. Donc, je vais aller dans les choses très basiques, mais pour moi, qui sont très importantes. Ne serait-ce que les éléments qui sont occupés par les planètes, oui. Les éléments et les modes, que l'on appelle les modes de comportement, pour voir quelle est la nature de cette personne-là, parce que ça influence énormément sur sa façon d'agir dans la vie, sa façon d'avancer dans la vie. Donc, voilà. Donc, c'est la première chose. Est-ce que ça va influencer ta façon de lui parler à cette personne-là? Pas forcément de lui parler, mais parce que dans ma tête, je vais savoir, parce qu'en consultation, il y a une partie d'analyse psychologique, on va dire, mais il y a une autre partie de l'analyse que je fais, comme beaucoup d'astrologues, qui est prévisionnelle. Et pour savoir justement, comment est la nature de la personne, pour savoir comment elle va réagir, quelle est sa sensibilité, quelle est son approche. Là, je vais m'adapter tout en disant les mêmes choses que pour quelqu'un d'autre, mais ça me permet de savoir à qui j'ai affaire. Je vais prendre l'exemple de cette femme. La première chose qui m'a interpellée, justement, c'est qu'il y a, au niveau des éléments, notamment, il n'y a pas beaucoup d'air. Je ne sais pas si tu l'as certainement vu, Lily. Parce que dans le fond, la personne n'a pas de planète en Gémeaux, pas de planète en Verseau, et elle n'a que Pluton en… Il n'y a que Pluton, voilà. Et Pluton qui est une planète de génération, une planète lente, donc toutes les personnes de la même génération ont cette position-là. Donc, c'est ce que j'appellerais une faiblesse. Ça n'est pas une tare, ça n'est pas, voilà. Une carence, on peut dire une carence aussi. Pour moi, c'est pas une carence parce qu'une carence, pour moi, ce serait aucune planète en air, tu vois. OK, ouais. Ah oui, OK. Ça, après, on a chacun ses termes. Mais donc, une faiblesse en air, ça veut dire que, voilà, la personne, je sais tout de suite que ça sera quelqu'un qui aura peut-être du mal à prendre du recul par rapport à certaines situations. Ou peut-être même par rapport à ce que je lui dirais. L'air, c'est ça. L'air joue au niveau de l'intellect, la façon de penser, la façon d'approcher la vie aussi. Donc, s'il y a une faiblesse en air,
elle pourrait prendre très vite les choses au niveau émotionnel, au niveau un petit peu dramatique ou avec une difficulté à être objective. C'est elle qui nous permet d'être objective. Donc, moi, ça, c'est important de le savoir, ça, au départ. Et je lui dis à la personne aussi, parce que c'est important qu'elle le sache. Hein? Ouais. Donc, ça, c'est important. Après ça, c'est vrai que je regarde simultanément quelle est la répartition dans les modes de comportement. Hein? Donc, je regarde si c'est un tempérament plus, comme on sait en astrologie, fixe, cardinal, fixe ou mutable. Et ça me donne aussi une idée de comment elle va réagir en face de certaines situations. Bon, si tu as quelqu'un qui a beaucoup d'air fixe, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, j'imagine. Hein? Disons qu'elle pourrait rester sur sa position un petit peu, quoi. Oui. Oui. Alors que si tu as quelqu'un qui a beaucoup d'air mutable, il va falloir que tu... Écoute! Oui, parce qu'elle risque de prendre la parole assez facilement. Donc, je vais devoir l'arrêter un petit peu. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc ici, on peut voir qu'il y a quand même un équilibre entre le feu et l'eau. Ouais, il y a plus de feu et d'eau, bon, à mon sens. C'est vrai que tous les astrologues n'ont pas la même façon de calculer. Voilà, donc la façon dont moi je procède, hein, donc il y a une majorité de feu et d'eau, ce qui est assez intéressant. Hein, ce sont deux éléments très différents. En même temps, donc il y a un côté à la fois actif, dynamique, qui est capable de s'extérioriser, et en même temps beaucoup de sensibilité, l'un n'empêchant pas l'autre. Hein. Donc il faut trouver, il y a les deux dans son tempérament. Hein. Et au niveau du mode de comportement, il y a beaucoup plus de cardinal et de fixe, pour moi, et de façon égale, moins de mutable, donc moins d'adaptabilité en face de certaines situations. Donc en même temps, un tempérament qui est capable d'initier les choses, d'entreprendre, et de les fixer, donc de les installer. Donc ça, c'est intéressant comme combinaison quand on veut construire quelque chose. Oui. Voilà. Donc tout de suite, moi, ça me donne une petite idée. Et l'autre élément, l'autre donnée, on va dire, que je regarde automatiquement, et pour certaines personnes, c'est assez frappant, et ça l'est dans sa carte du ciel, on peut constater qu'il y a une majorité de planètes en nocturne, hein, tu vois, dans l'hémisphère nocturne. En dessous, dans le dessous de la carte, si on veut, sous l'horizon, parce que l'ascendant, c'est la ligne qui sépare l'horizon du haut du bas. Exactement. Donc ça, c'est important. On voit bien que ça c'est quand même quelque chose qui me fait dire que tout de suite que c'est une personne d'emblée, dès le départ dans sa vie, que ce soit conscient, inconscient surtout au départ, parce que quand on est un enfant, on n'a pas conscience de ça. Il y a beaucoup d'énergie chez elle qui sera tournée vers le fait de vouloir trouver une sécurité dans sa vie. Très important. Voilà. Et après ça, c'est là que démarre. Attends, mais je vois que tu as fait ta petite chaîne de maîtrise aussi. T'expliques-tu ta chaîne de maîtrise? Ah oui, alors là, pour cette dame, en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle donc la chaîne de maîtrise, c'est la petite, toutes les petites planètes que j'ai mis en bas de la carte, qui me permet de cerner pour certaines personnes, ça n'est pas son cas en l'occurrence, s'il y a des planètes qui sont en domicile, donc chez elles, ou éventuellement en réception mutuelle. En l'occurrence, pour elle, non, c'est ce qu'on appelle une chaîne en cercle. Les planètes tournent entre elles. Il n'y a pas une ou deux planètes qui viennent tout centraliser. Si la personne avait une réception mutuelle, ça serait quoi, par exemple? Par exemple, quelqu'un qui aurait, alors je vais dire, admettons, une lune en Capricorne et un Saturne en Cancer. C'est comme chaque planète habite le signe de l'autre. Voilà, une réception mutuelle, c'est une planète qui habite, entre guillemets, le signe qui normalement est à l'autre. Voilà. Puis ça fait quoi pour toi une réception mutuelle? Disons que ça peut créer certaines problématiques selon la nature des planètes. Il y a des planètes qui s'entendent mieux que d'autres de par leur type d'énergie. Disons que ça crée une combinaison d'énergie, un bloc, on va dire. C'est-à-dire que ce sont deux planètes qui doivent travailler ensemble, trouver un équilibre. Alors, quand on dit planète, ce sont deux fonctions psychologiques. On a tous les fonctions psychologiques, chacun en nous. Et ces deux fonctions psychologiques
ont besoin de trouver un équilibre pour qu'il n'y ait pas une des deux qui vienne sur le terrain, trop sur le terrain de l'autre. Hein, si, admettons, je reprends l'exemple de la Lune en Capricorne avec un Saturne en Cancer, ça peut parler d'une problématique liée à la mère, à l'image maternelle, ça peut parler au niveau émotionnel, une difficulté à exprimer les émotions, mais la Lune a autant besoin de s'exprimer que Saturne, au même niveau, en même temps. Donc, c'est de trouver un équilibre entre ces énergies-là. Pour aller un petit peu plus loin, dans ce cas-là, lorsqu'il y a un transit planétaire qui vient toucher l'une des deux planètes, c'est très important parce que comme elles sont habituées à fonctionner ensemble, si c'est un transit harmonique, on va dire, ça va aider à l'expression de ces deux planètes. Si c'est un transit de tension, ça peut créer un déséquilibre au niveau de ces deux planètes-là. Voilà. C'est comme les deux vont être touchés en même temps, d'une certaine façon, c'est ça? Voilà, et donc on peut à ce moment-là, on risque des fois de ne pas très bien comprendre le message qui est à ce moment-là important de comprendre de par la planète qui transite. Ok, je comprends. Ok. Bon. Voilà. Donc, revenons à notre femme. Une forte personnalité, cette dame. Oui. Fait que là, toi, c'est ça. Fait que là, maintenant que tu as établi, tu as regardé les modes, tu as regardé les éléments, tu as fait ta chaîne de maîtrise, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que je regarde? Moi, j'ai tout de suite 3 points fondamentaux que je vais repérer pour toute personne. Pour moi, les 3 points fondamentaux, bien sûr, le soleil, qui est quand même mon identité. Hein, c'est qui je suis et ce que je suis appelée à exprimer, à manifester dans ma vie. Hein, et parce que ça colore quel est mon idéal de réalisation, donc c'est quand même très important. C'est ma lumière, donc sans lumière, on ne voit pas très bien clair, n'est-ce pas? Ensuite, donc, ce soleil en scorpion, hein, pour elle, hein, la lune, très important, les deux luminaires, donc, pour elle, pour cette dame, c'est la lune en Capricorne, et aussi la maison 1, l'ascendant avec tout ce que la maison 1 comporte. Donc, le soleil en signe en maison, la lune en signe en maison et l'ascendant, et s'il y a des planètes en maison 1, en l'occurrence, pour elle, il y en a une puisqu'il y a Saturne. C'est 3 points fondamentaux pour moi qui permettent tout de suite de cerner qui est la personne, ce pourquoi elle est un peu, ce qu'elle est venue faire dans cette vie-ci, quels sont ses besoins pour pouvoir exprimer qui elle est. Les besoins, c'est la lune, hein, de quoi elle a besoin pour se nourrir sur un plan aussi bien physique que spirituel ou moral, etc. Et c'est son carburant, hein, pour fonctionner. Et l'ascendant, ça me donne une idée. L'ascendant et maison 1, hein, parce que l'ascendant, c'est la pointe de l'ascendant, mais toute la maison 1 me permet de dire quelle route elle est appelée à emprunter, qu'est-ce qui est bon pour elle d'emprunter, justement. Donc, avec ces 3 points-là, on peut déjà pas mal travailler. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, après il y a des détails avec les aspects, voilà, tout ça. Mais déjà ça, pour ne pas se perdre, c'est important, à mon sens. Il faut commencer quelque part. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est ça. Fait que là, quand tu vois ça rapidement, tu dirais quoi de cette personne-là, toi? Ben, tu vois tout de suite, quand je vois le soleil en scorpion, en maison 4, une lune en capricorne et un ascendant lion avec Saturne, qui est la planète du Capricorne, qui colore son ascendant, donc qui renforce le côté Capricorne, donc saturnien. Tout de suite, pour ma réflexion, ça a été, c'est une forte personnalité. Quand je dis forte personnalité, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance. Moi, malgré d'autres points qui peuvent être perturbateurs, il n'empêche que moi, je sens enfin, je sens, je dis souvent ça, je sens, mais je vois de la sensibilité, mais avec une recherche de maîtrise, une recherche de contrôle et un tempérament assez fort. Donc, qui va lui permettre, hein, en même temps, de dépasser certaines difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, comme on en a tous de toute façon. Ah oui. Mais là, il est vrai que moi, ce qui ressort de ça, c'est que c'est une femme qui
qui est là pour bâtir quelque chose, pour construire quelque chose. À cause de la Lune en Capricorne et le fait que le patron de la Lune, Saturne, est directement dans son ascendant? Parfait, c'est exactement ça. Exactement ça pour trouver, en plus, donc a besoin, elle a un côté bâtisseuse, elle a besoin de construire quelque chose pour du moyen long terme. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses de façon superficielle. Tout de suite, avec ce thème-là, il n'y a aucune superficialité dans son thème. Il y a beaucoup de profondeur. Ce soleil en scorpion, 3 planètes après ça, c'est vrai que l'on voit tout de suite 3 planètes en scorpion. Hein. Oui. Donc la dynamique scorpion est quand même la plus importante. C'est le signe le plus habité aussi. Ça, c'est important aussi de le souligner. Hein. Oui. Donc ça c'est dans la maison 4. Hein. La maison 4, c'est une maison au départ d'inconscient. Je dis au départ parce que si on fait une démarche personnelle, ça devient de moins en moins inconscient. Mais on voit que c'est une maison, c'est un domaine de vie qui parle de recherche de sécurité, de recherche de sentiment d'appartenance. Et c'est quelque chose qui est très important pour elle. Alors c'est vrai qu'elle a un fort tempérament, elle a de quoi avancer dans la vie malgré certains freins, malgré certaines peurs. Ça, à cause de Saturne, oui. Saturne a l'ascendant, hein, donc voilà. Mais en même temps, elle a beaucoup de puissance hein, avec ses 3 planètes en scorpion, même si elle n'en a pas conscience au départ. Elle est certainement peut-être beaucoup plus puissante qu'elle peut l'imaginer au départ. Ça, c'est intéressant. À cause du fait que son soleil, dans le fond, est en maison 4, c'est ça? Et que c'est un domaine qui est plus inconscient, comme la 8, comme la 12, par exemple. Tout à fait. Et puis Pluton, qui est quand même le maître de son signe solaire hein, et de ses 3 planètes en scorpion, est également, moi je le considère en maison 4, hein, parce que je considère que Pluton est à moins de 5 degrés de la pointe, de la cuspide de la maison 4, donc il joue dans la maison 4. Okay. Donc il y a 4 planètes en maison 4. 4 planètes, hein, ce qui est beaucoup. Hein. Donc c'est un secteur de vie là aussi qu'on ne peut pas ne pas voir. C'est primordial. C'est intéressant. Puis aussi, tu sais, on voit dans sa maison 4, à ce moment-là, qu'il y a Pluton et Uranus. C'est un peu contradictoire comme énergie. Fait que là, moi, je me rappelle les cours que j'ai pris avec toi. Moi, je m'en rappelle qu'est-ce que tu disais. Mais quand il y a un amas de planètes, là, surtout quand on commence l'astrologie, on peut se dire, mon Dieu Seigneur, c'est donc bien mélangeant. Ça, c'est qui va être le plus important dans tout ça? Alors ici, dans son cas, c'est pas trop entremêlé, je vais dire, parce que malgré tout, même s'il y a 4 planètes en maison 4, elles ne sont pas toutes conjointes. Donc, elles ne sont pas, Pluton n'est pas conjoint aux autres planètes. Hein, Pluton est en 4, n'est pas conjoint. Donc, c'est sûr que la maison 4 sera colorée d'une énergie plutonienne, parce que c'est la plus lente. Cependant, Uranus, cette conjonction Uranus-Mercure va jouer également, ce Soleil également. Donc, je considère qu'il y a une conjonction Soleil-Uranus, en l'occurrence. Moi, je prends une conjonction avec les luminaires jusqu'à 12 degrés. Hein. Là, il y a 11 degrés. Donc, elles auront toutes leur place dans cette maison 4, elles auront toutes leur expression. La personne en tant que telle va les vivre à cette dimension-là. Et c'est sûr qu'on peut dire que cette maison 4, qui est la maison le domaine de vie qui parle des origines, du passé, de la famille d'origine, et aussi le type de foyer que l'on va recréer plus tard. Hein, donc, même si on est seul chez soi, c'est notre foyer quand même. Donc, il est coloré de Pluton. Mais il ne faut pas négliger non plus les autres planètes qui sont là aussi. Il y a quand même le Soleil qui aura son rôle à jouer pour donner de la lumière dans ce domaine de vie-là. En tout cas, si je l'avais en face de moi, cette personne-là. C'est sûr que c'est une personne qui existe quelque part. Exactement, c'est ce que je veux dire. Quelqu'un. Tout à fait, quand tu as donné les coordonnées d'une femme inconnue, tu dis quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle existe, c'est certain. C'est sûr. Elle ne sait pas qu'on parle d'elle, les oreilles ici, mais elle existe. Ce serait bien qu'elle visionne ces analyses. Donc c'est ça. Donc c'est une maison d'eau. Hein, c'est en analogie avec le signe du Cancer. Donc on peut dire qu'au départ, c'est pas toujours facile pour l'individu, pour chaque individu, lorsqu'on a plusieurs planètes dans ces maisons-là, d'avoir conscience de ce qui se passe dans ces domaines-là. Ça prend du temps. Et surtout quand on a des planètes transpersonnelles comme Pluton, comme Uranus,
même déjà Saturne, hein, comme tu le sais, Saturne n'est pas toujours facile à comprendre non plus. Ça prend Mm. du temps. Ça Ouais. prend du temps. Donc, c'est un thème euh, d'une personne qui, je dirais que j'aurais envie de lui dire que le temps joue en sa faveur. Oh mon Parce que, Dieu, oui. Oh oui, tellement, c'est vrai. voilà, parce que, et en même temps, c'est une femme qui a déjà une maturité dès le départ. Hein, ça, c'est Saturne conjoint à l'ascendant, d'accord? On sait bien que les scorpions portent en eux souvent une certaine maturité dès le départ. C'est un signe quand même très profond, très puissant, pas, super, pas superficiel du tout. Hein. Donc, il y a déjà, et cette lune en Capricorne en même temps. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses qui valident où j'aurais envie de lui dire, c'est un peu une vieille âme. Hein, voilà. Mm. Hein. Donc, et d'ailleurs, voilà, et c'est là que ça va un petit peu vite dans ma tête, donc j'essaye de ralentir parce que tu as besoin, dans le cadre de ton émission, de savoir ce qui se passe dans ma tête. Ton mercure en poisson et puis il est ouvert. C'est pas toujours facile pour moi de ralentir parce que ça vient tout en même temps. Donc, je vais le justifier astrologiquement. C'est sûr que l'ascendant, la façon dont je le vois, et que tu le sais, c'est le début de vie. Hein, c'est le début de vie. Là, on a affaire à un ascendant lion. L'ascendant lion qui est normalement joueur, joyeux, plein de vie, plein de vitalité, plein de vie et de vitalité, qui est expressif dans son énergie. Normalement, je veux dire normalement. Et puis là, bon, c'est son choix d'âme. Hein, en même temps, elle a choisi d'avoir Saturne, je veux dire en souriant, d'avoir Saturne à l'ascendant et puis ce soleil, maître de l'ascendant, en scorpion. Donc, où, dès le départ dans sa vie, elle est imprégnée d'une énergie euh, un peu lourde, hein, je vais dire comme ça, un peu lourde, qui lui a tout de suite, comment je dirais ça, comme si dès le départ dans sa vie, elle portait un certain fardeau. Voilà. Hein. Ah ouais. Tout de suite, elle porte une certaine maturité, un certain sens des responsabilités, qu'elle le veuille ou non. Elle est prédisposée à ça en même temps. Elle est née avec ça, elle est habituée avec cette énergie-là aussi. Hein. C'est vrai que quand on n'est pas de la même nature, on peut trouver des fois salaud, mais elle est née avec ça. Hein. Donc, elle a quelque chose à faire avec cette énergie-là. Mais c'est vrai que ça vient quelque peu en contradiction avec cet ascendant lion qui a plus envie de jouer, Ouais. Puis de d'aller à prendre la... toute la place, tu sais, d'être flamboyant. C'est ça, d'avoir du plaisir, voilà, et qui préférait partir, aller dans la cour de récréation que d'aller faire ses devoirs normalement. Mais là, pas du tout, pas du tout. En même temps, alors, au mieux, mais ça serait un peu l'histoire de sa vie. Ça serait d'arriver pour elle, et c'est absolument nécessaire en plus, hein, d'arriver à trouver des moments de pause pour s'amuser, pour rire. Hein. Parce qu'un ascendant lion, ou même ceux qui sont un soleil en lion, s'ils ne s'amusent pas, ça ne va pas très bien. Voilà. C'est leur cœur, hein, c'est le signe du cœur, donc il leur faut de la joie. Et donc, pour elle, il est très important qu'elle puisse s'accorder ces moments de pause, de plaisir, hein, et mettre de côté régulièrement ce sens du devoir, des responsabilités, ce côté trop sérieux. Parce qu'il y a un côté trop sérieux qui, à mon sens, dès le départ, a certainement, parce que cette personne, comme tu le disais tout à l'heure, elle doit exister quelque part. Donc, c'est ce côté trop sérieux qui a annihilé, éteint le côté joyeux, naturel, spontané, normalement, qu'est le lion, cet ascendant lion. Et puis, c'est validé avec ce maître de l'ascendant, le soleil, qui est en scorpion. Je ne dis pas que le scorpion ne sait pas s'amuser. Il est très sensible, mais il se protège beaucoup. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs éléments tout de suite dans son thème
qui permettent de dire, à mon sens toujours, hein, tout est subjectif, que dès le départ, la vie a commencé pour elle de façon très sérieuse, voire trop sérieuse, et un peu lourde, hein, l'énergie est un peu lourde, donc un peu plombée, j'ai envie de dire. Et pour elle, du coup, instinctivement, de par sa nature scorpion, elle s'est certainement barricadée, mis des protections, la fameuse carapace dont on parle souvent avec le scorpion, pour se protéger. Donc, et puis ce côté très nocturne, hein, que l'on voit toutes les planètes donc, qui sont en dessous de l'horizon, c'est pour ça qu'au début j'ai dit c'est important parce que dès le départ c'est une femme qui aura besoin de se sentir en sécurité parce qu'il y a des petits soucis à ce niveau-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, la Lune étant sa façon de réagir, c'est sûr qu'en Capricorne, ça va être instinctif pour elle d'avoir l'air mature, tout ça. Puis, quand on voit la Lune qui est opposée avec Mars, ça te fait quoi, ça? Alors là, je regarde une configuration qui est un peu particulière parce que non seulement la Lune en Capricorne, on sait qu'elle est en exil, hein, donc déjà inconfortable, déjà rien que ça, une Lune en Capricorne, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotions, mais pour elle, les émotions, c'est plutôt, elle voit ça comme, exprimer des émotions, c'est un peu comme perdre un peu son temps. Ça, c'est un bon exemple, ça. Oh, j'aime ça. Parce que Capricorne, il faut que ça produise. Hein, donc, on n'a pas le temps avec ça. Donc, il faut que voilà, les émotions, c'est quelque chose qui n'est pas facile à exprimer pour elle. Parce que le Capricorne, c'est un signe qui retient. Hein, et puis, à la Saturne, à l'ascendant, qui est le maître donc, de la Lune. Hein, donc, je vais essayer d'aller lentement, mais j'ai du mal. Et ensuite, donc, cette configuration avec le soleil, l'opposition à Mars, je ne peux pas m'empêcher de regarder qu'en même temps, elle est carrée à Pluton. Il y a un dessin, c'est vrai. On dit de configuration, que l'on appelle un carré en T, hein, qui forme un triangle rouge, Lune carré Pluton, opposé Mars, et Mars également carré Pluton. Donc, on a ce triangle rouge. Donc, ça joue, tout ça, ça joue en même temps. D'accord ? Si on le décompose, une Lune en Capricorne opposée Mars, il y a un paradoxe là-dedans. Au premier abord, s'il y a une situation émotionnelle un peu trop forte, elle va d'abord essayer de retenir, parce que c'est une personne d'emblée qui au départ est réservée, qui est retenue, qui n'a pas envie de se dévoiler. Saturne à l'ascendant, Soleil Scorpion, Mercure aussi en Scorpion, en maison 4, donc on se protège, d'accord ? Elle a très peur, c'est une personne qui a très peur de se montrer vulnérable. Donc parce qu'elle a besoin, elle a besoin, c'est la Lune, plus Saturne à l'ascendant, la Lune en Capricorne, a besoin d'être en contrôle des situations. Donc elle va essayer de retenir, mais elle ne va pas toujours réussir à retenir, justement. À un moment donné, cette opposition à Mars en Cancer, rétrograde, d'accord ? Hey, j'ai choisi un bon thème. Oui, j'ai remarqué d'ailleurs. Ça ne me surprend pas de toi. Hein. C'est pas mal. J'ai dit, ok, c'est très bien choisi. Ça nous fait travailler. Mais il est vrai que, là encore, il faut tenir compte de la position de Mars en Cancer qui n'est pas confortable, qui est en chute, puisque le Cancer est opposé au Capricorne, dont il est deuxième maître. Donc, on a cette Lune en exil, ce Mars en chute. Donc, ce sont deux énergies qui discutent ensemble, ce sont deux fonctions. À l'intérieur d'elles-mêmes, les émotions d'une part et l'envie de s'affirmer, de s'exprimer, enfin surtout de s'affirmer, de prendre sa place, de décider de sa vie, qui va à l'encontre un petit peu de ses émotions. Donc là, il est difficile de savoir à l'avance comment la personne va utiliser toutes ces planètes, ces fonctions. Hein. On a tendance, lorsqu'on a une opposition, à privilégier l'un des deux pôles, l'une des deux planètes. Hein. Vu l'ensemble, avec le côté saturnien qui est quand même assez fort,
je pense qu'elle va d'abord retenir ses émotions. Elle a peur, elle aura peur justement de tomber en colère, de tomber dans une colère, parce qu'elle sait intuitivement, c'est une scorpion, elle sait que ça peut faire mal. Elle sait que ça peut faire mal. Alors, ça ne va pas dire qu'elle ne va pas avoir une énergie des fois agressive, mais elle n'en aura pas forcément conscience. Je me rappelle dans tes cours, tu disais que l'opposition, c'est souvent un effet de projection. Tout à fait, exactement. Donc, ce que l'on va rencontrer à travers l'opposition comme situation, ça va se situer au niveau relationnel. Puisque l'opposition en tant que telle, c'est ce qu'on appelle la phase balance, hein, quand on prend la roue naturelle, donc, ou la phase pleine lune, qu'on peut appeler aussi, mais je préfère donner le côté phase balance, parce que la balance, c'est un signe relation, c'est le signe des relations. Parce que les planètes, voilà, si on les note dans la roue naturelle, on se retrouve avec l'axe bélier-balance. Donc, c'est la particularité de l'opposition. Donc, très souvent, l'opposition, si je privilégie, admettons, la Lune pour elle, qui va essayer d'être en contrôle pour éviter de perdre les pédales, hein, tout simplement parce qu'elle a peur. C'est une femme qui a très peur de perdre le contrôle. Il lui faut maîtriser les choses. Hein. Saturne a l'ascendant, notamment. Et l'ascendant lion aussi, quand même. Hein. Donc, la façade hein, du lion. Voilà, exactement. Là, on peut parler de la peur de l'échec, hein, la peur de la médiocrité, surtout. Surtout la peur de la médiocrité. Donc là, cette lune, à mon avis, sera priorisée, mais si elle privilégie la lune, donc je maîtrise, j'essaye de contrôler mes émotions pour que ça ne paraisse pas, et puis en plus, je trouve que c'est du temps perdu. Donc, dans ce cas-là, elle risque de, ce que je dirais, projeter donc sa planète Mars, cette fonction qui parle de l'affirmation personnelle, d'oser exprimer sa colère, hein, ou son insatisfaction. Donc, si elle met ses émotions de côté, et les émotions, c'est tout ou rien, hein, je ne peux pas garder que la joie et mettre la colère de côté, hein, c'est un bloc, les émotions. Je ne peux pas me couper seulement d'une émotion, ça risque d'être un ensemble. Dans ces cas-là, elle va projeter son Mars et avec le risque, bien entendu, de le rencontrer au niveau relationnel, donc quelqu'un ou des personnes, que ce soit le couple, dans le couple, que ce soit en affaires, qui vont exprimer cette énergie, qui peut être donc à travers des personnes qui sont très affirmatives, qui vont avoir une certaine autorité, qui pourraient être agressives, voire cassantes, voilà. Mais en fait, qui ne sont que des reflets de ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même. Donc, voilà. Donc, comme en plus, on ne peut pas négliger, et surtout pas sa lune carré Pluton. C'est comme tout ça, c'est comme, déjà on a l'opposition Lune-Mars, puis là, les deux sont reliés par Pluton en dessous, là, qui n'est pas facile. Là. C'est comme si on se retrouvait avec un élastique voilà, très tendu entre Lune-Mars et Pluton qui dit attention, attention danger. Donc, bon là ça parle aussi d'une dynamique, alors on peut en parler à différents niveaux. Ça pourrait expliquer le pourquoi elle retient ses émotions. Hein. Pluton lui fait un peu peur, même si c'est une plutonienne, puisqu'elle est scorpion. Mais ce Pluton, il y a quelque peu en aspect de tension. D'accord, hein. Donc là, avec la Lune carré Pluton, en plus, il y a une très grande peur du rejet, de l'abandon. Validé par le quinconce à Saturne aussi. Moi, je me rappelle dans tes cours, tu disais que c'est un peu comme si exprimer ses besoins, Lune, étant donné qu'elle est fâchée avec Pluton, c'est mourir. C'est la peur de mourir si on s'abandonne dans l'intimité. Oui, tout à fait. C'est en fait parce qu'il faut repartir à la base dans ces cas-là. La Lune représentant la petite enfance au départ, hein, c'est le stade du bébé, hein, du petit enfant, c'est l'archétype de la mère, c'est l'archétype donc du cordon ombilical et donc du passé, de tous les souvenirs, de ce qui nous relie au passé avec ce cordon ombilical. Donc là, et qui s'inscrit aussi donc au niveau émotionnel.
au niveau inconscient à la base. Donc, avec cette lune carrée Pluton, il y a le message dès le départ, et puis elle est née avec ça, d'accord? Comme quoi, attention au danger si je m'ouvre émotionnellement à quelqu'un d'autre, si je m'abandonne. Lune en Capricorne ne s'abandonne pas facilement, déjà. Déjà en partant, imagine. Absolument. Ouais. Pluton qui est en carré à la Lune, Pluton est maître de sa maison 5. La maison 5 étant en Scorpion. Donc on voit bien qu'au niveau affectif, c'est une personne qui porte en elle un passé douloureux au niveau affectif. Mm-hmm. Comme quoi, c'est dangereux d'aimer. Mm-hmm. Et en plus, la Lune étant la représentation de la mère que j'ai perçue, attention que je dis bien que j'ai perçue, ouais. Hein, tout est une question de perception également, même si des fois c'est validé par des événements. L'identification à la mère, pour elle, c'est difficile. Difficile. Or, la mère, c'est elle qui est censée, sur le plan psychologique, hein, sur le plan pour le développement de l'enfant, censée apporter la sécurité, la nourriture, et donc l'aider dans l'expression de ses émotions. Et pour elle, donc, je ne peux pas dire que tout est négatif, il y a quand même une sextile, il faut en tenir compte quand même, Mercure et Uranus, d'accord? Mais on sait bien que Pluton a une puissance plus. Oui, plus. Mais quand même, le fait qu'elle ait la Lune en sextile avec la planète Mercure qui parle d'intellect, de communication, puis Uranus est assez résilient, puis c'est quand même capable de se créer une espèce de bulle, si on veut. Ça peut l'aider beaucoup. Alors, ce qui peut l'aider vraiment beaucoup, mais ça, c'est un petit peu avec le temps, parce qu'Uranus, c'est aussi une planète, c'est une énergie qui prend du temps, une certaine maturité. Même si elle a de la maturité, ça ne veut pas dire... Elle a de la maturité dans le sens où elle est capable de porter beaucoup sur ses épaules. Trop, même. Trop, même. Ça, c'est un des dangers de sa vie. Un gros danger, même. Parce que la Lune est en maison 6, quand même. La maison 6, c'est la maison de la santé. Hein, c'est opposé à Mars, qui est en maison 12. Donc, c'est quelqu'un qui peut à la limite avoir du mal avec les limites, justement. Donc, qui peut aller au bout du bout. Hein, au bout du bout. Donc, ceci dit, avec le temps, il y a quand même la possibilité pour elle d'apprendre à exprimer ses émotions, ses besoins. Sextile Mercure, d'accord? Surtout que Mercure est maître de la maison 3. Si elle avait on suppose qu'elle aurait des frères et sœurs, par exemple, ça serait intéressant pour elle d'avoir quelqu'un de proche. Si ce n'est pas un frère ou une sœur, ça serait peut-être plus tard un collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qu'elle va considérer comme étant proche. Cette personne proche pourrait l'aider quelque part à exprimer ses émotions, à exprimer ce qu'elle ressent tout simplement, même si ce n'est pas obligatoirement de la tristesse, ça peut être simplement ce qu'elle ressent au fond d'elle. Mercure, maître de toi, 3. Donc, et en plus maître de 11 aussi. Il y a le Gémeaux, hein, le Gémeaux qui est intercepté en maison 11, donc les amis, donc important pour elle. Ouais. Donc ça pourrait, ce type de relation-là pourrait l'aider beaucoup à l'amener déjà à avoir conscience de sa façon de fonctionner, parce qu'au départ, je ne pense pas qu'elle en ait conscience, et pour l'aider petit à petit pour l'amener à s'exprimer de plus en plus. Alors, si ça ne se faisait pas à travers des relations interpersonnelles, moi, c'est quelqu'un, si admettons, si la personne me disait c'est difficile pour moi dans mes relations de couple ou autres, ou affectives, ou avec mes enfants, je dirais que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'être aidé là-dedans par un thérapeute, un psychologue. Voilà, ça l'aiderait beaucoup. Même si elle-même, elle a le sens de la psychologie quand même. Oui. Avec un soleil en scorpion en 4 quand même. Soleil en scorpion, Mercure en scorpion, donc elle a un sens inné de la psychologie, mais ça n'est pas parce qu'on a le sens de la psychologie qu'on est toujours bon avec soi-même. Donc, ça peut prendre du temps aussi. Mais il est vrai qu'il peut y avoir des ouvertures quand même à travers le domaine relationnel, même si ce domaine-là
et aussi un terrain d'expérience, d'expérimentation pour elle qui n'est pas toujours facile. Est-ce que ça répond à ta question, ma chère Lily? Ça répond très bien à ma question. Maintenant, si tu regardes, je ne sais pas, au niveau affectif, on peut regarder Vénus aussi. Alors, au niveau affectif, dès qu'on me dit affectif, bien sûr, je regarde Vénus, qui est en Vierge, en maison 3, justement, la maison de la communication, le domaine de la communication, des proches aussi. Et automatiquement, en même temps, je dois regarder la maison 5. La maison 5, qui est en Scorpion, avec le Sagittaire intercepté, avec Neptune dans cette maison-là, d'accord? Et l'affectif, on ne peut pas le mettre à part aussi du domaine de son comportement relationnel au sens général, donc la maison 7. Donc pour moi, c'est un ensemble, cette dynamique-là qui est à prendre en considération. C'est sûr qu'une Vénus en Vierge, si on analyse toute seule, cette petite Vénus en Vierge qui est en chute, en l'occurrence, puisqu'elle est le 3e maître du Poisson, donc quand elle est en Vierge, elle est en chute, elle est carré Mars, elle est carré Lune. Alors, le carré Mars, il y a un petit avantage quand même pour elle, parce qu'il est dissocié, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans des signes qui, normalement, sont en carré. Voilà, exactement. Ce sont des signes Cancer Vierge, qui sont des signes en sextile dans la roue naturelle. Donc, il y a un petit peu, voilà, ça lui donne une petite latitude un petit peu moins tendue, mais quand même, il y a quand même malgré tout ce carré. C'est au niveau de l'expression de ses sentiments et de ce qu'elle aime ou de ce qu'elle n'aime pas, parce que Vénus, c'est aussi bien ce que l'on aime, mais aussi ce que l'on n'aime pas. C'est quelqu'un qui est assez exigeante. C'est quelqu'un qui est assez exigeante, mais c'est sa nature en même temps, parce qu'elle est déjà très exigeante avec elle-même. Quelqu'un qui a Saturne à l'ascendant, pour trouver une autosatisfaction, ça peut prendre un certain temps. Donc, ils sont capables de fournir beaucoup d'efforts. C'est une personne qui a beaucoup d'endurance. Elle est même trop endurante, j'ai envie de dire, parce qu'elle peut accumuler beaucoup. Elle est puissante, mais elle peut accumuler beaucoup. Donc déjà, elle est exigeante avec elle-même. Elle ne lâche pas. J'ai une expression que je dis souvent avec l'ascendant Lion. L'ascendant Lion a besoin de lâcher son fou, de s'amuser. Là, elle ne lâche pas facilement son fou. Alors, c'est sûr qu'au niveau des sentiments, forcément, ça a un impact. C'est validé avec cette Vénus en Vierge qui fait attention à tous les détails. Donc, c'est une Vénus quand même en signe de terre, donc elle est quand même sensuelle. Donc, elle a quand même besoin c'est quelqu'un qui a besoin de sensualité quand même, donc de toucher. Et qui peut se montrer très pudique à la base. On le sait avec Saturne à l'ascendant qu'il y a une certaine réserve aussi, puisqu'on ne se lâche pas comme ça. Mais en même temps, si, et je dis bien si, elle est en confiance, alors là, tout dépend de ça, et ça peut prendre du temps, la confiance. Si elle est en confiance, à ce moment-là, c'est une Vénus qui peut très bien s'exprimer. Voilà. Parce qu'en terre, elle est quand même confortable. Mais un détail, Le carré Lune. En plus, avec carré Lune. Mais un détail peut faire que d'un seul coup, non, l'autre personne la déçoit. Ah oui, ça, c'est la Vierge qui remarque tous les petits défauts. Oui. Absolument. Donc, il y a un petit sens critique quand même assez pointu avec Vénus en Vierge. Et ce qui correspond en même temps, qui répond quelque part à ce Neptune en maison 5, la maison de l'affectif. Neptune en maison 5, qui en fait, et il est très beau son Neptune, d'ailleurs. Oui. C'est la seule planète qui n'a que des aspects harmoniques. C'est vrai, tu as raison. Donc, elle est intéressante, mais malheureusement, au départ, elle est quand même interceptée dans son thème. Donc, ça veut dire qu'au départ, dans sa vie, ça prendra du temps avant qu'elle ait conscience qu'elle est très, voire trop idéaliste en amour. Parce que Neptune représente l'idéalisme, puis il est dans sa maison 5 qui représente l'amour, c'est ça? Absolument. Comme c'est le maître des poissons, le poisson qui n'aime pas les limites, qui a des idées grandioses, une vision de la vie qui est
bien souvent irréalistes et donc irréalisables. Ici, elle se situe dans le domaine affectif, dans le domaine de l'amour. Donc, ça crée chez elle beaucoup d'attentes. Même s'il est en bon aspect, ça prendra un certain temps avant de descendre le niveau d'attente. Donc, ce qui rejoint cette Vénus en Vierge qui a le sens du détail, qui a le sens critique, qui est assez élitiste, qui est assez exigeante en tant que telle, parce que ça vient en même temps renforcer ce Neptune, ça se joue ensemble, qui recherche l'idéal amoureux, qui recherche quelque chose de l'ordre du rêve, une sorte d'osmose. Ouais, c'est comme une fusion. De fusion, elle va chercher quelqu'un qui pourrait la comprendre sans qu'elle exprime ses émotions, puisqu'elle a déjà du mal à exprimer ses émotions. Donc elle aimerait beaucoup que l'autre personne puisse la comprendre intuitivement. Donc il y a un côté un peu romantique là-dedans, qui vient un petit peu en contradiction avec son tempérament quelque part. Parce qu'elle-même, elle attend de l'autre quelque chose qu'elle-même, elle a du mal à donner, qui est d'être capable de s'abandonner. L'abandon, c'est ça. Donc, d'avoir confiance. Ouais. Ça y prendrait quelqu'un de vraiment mature et sécurisant, je pense. Oui, mature, quelqu'un qui a aussi envie avec cette maison 7 en Verseau, dont Uranus est le premier maître, qui se trouve être en maison 4 en Scorpion. D'accord? Donc, quelqu'un un petit peu comme elle, dont le deuxième maître, je vais aller plus loin, le deuxième maître de la maison 7 se trouve être en Lion, conjoint à son ascendant Saturne. Ouais. Donc, quelqu'un qui lui ressemble dans le fait qu'elle a envie de fonder quelque chose de solide. Donc, maître de 7 en maison 4. Quelqu'un qui lui ressemble de ce côté-là, maître de 7, deuxième maître de 7, conjoint à son ascendant en maison 1. Donc, d'ailleurs, il y a de fortes probabilités qu'elle va s'attirer quelqu'un qui va lui ressembler. Quelqu'un qui a beaucoup de tempérament. Donc elle a besoin effectivement d'être avec quelqu'un qui est rassurant, qui calme, qui pourrait calmer ses angoisses, parce que c'est une personne qui porte un certain taux d'anxiété, voire d'angoisse par moment. Dont le mental ne se repose que très, très rarement. Mercure est en Scorpion, il y a le côté obsessionnel, voire des fois compulsif. Conjoint Uranus, alors ça va très, très vite, mais en plus trigone Mars, donc ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une profondeur d'esprit, qui est peut-être très perspicace, qui peut vraiment faire des études de recherche profondes, aller au fond des sujets. Donc, ça, c'est un atout chez elle. Mais cependant, c'est carré Saturne. C'est ça. Là, on a tout et son contraire dans son Mercure. Oui, absolument. Mais en même temps, moi, je vois le carré Saturne étant maître, conjoint à l'ascendant. Saturne, conjoint à l'ascendant, maître de la maison 6. D'accord ? La maison 6, c'est le domaine qui parle du travail, des responsabilités, des restrictions que l'on se met bien souvent sur le dos. C'est ce qui nous demande d'assumer toutes les tâches que l'on doit assumer dans la vie. D'accord? Donc là, moi, je vois ce carré Saturne-là comme le signe qu'à un moment donné, elle passerait par un épuisement nerveux et un épuisement cérébral, mental et moral. Parce que si c'est quelqu'un qui a quand même une grande force de travail, même si par moment donné, il y a certains moments où il y aurait des découragements, il y a quand même une sacrée puissance là. Il y a du courage, hein, mais elle pourrait s'épuiser là-dedans. Elle pourrait s'épuiser. Donc c'est là que je pense que le Mercure carré Saturne pourrait jouer à un moment donné, donc la fatiguer beaucoup. Et puis, à un autre niveau, ça pourrait parler aussi d'une difficulté pour elle d'avoir réellement confiance en son intelligence. Moi, elle est intelligente, à mon sens, avec ce Mercure en Scorpion, conjoint Uranus, trigone Mars. Oui, c'est une fille qui est vite, là. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais elle, plus jeune,
Mercure, c'est aussi la période de l'adolescence, l'école primaire. C'est quelqu'un comme c'est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre, elle a aussi besoin de temps pour comprendre. Carré Saturne. Donc, certaines personnes qu'elle aurait pu rencontrer, certaines personnes d'autorité, pourraient contrer ses propres idées, pourraient se sentir freinées aussi par l'extérieur. Mais oui, c'est ça, Saturne, ça va souvent semer le doute, donc semer le doute dans la capacité de s'exprimer, d'avoir une intelligence, disons. Mais éventuellement, quand Uranus, vers 42 ans, va arriver à son opposition, elle peut vraiment avoir un éveil, là, puis dire là, ça suffit. Là. Absolument. Si la personne existe, et à mon avis, oui, quelque part, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était la période, donc effectivement, pour exprimer, pour faire sauter ces clivages, ces croyances, ces peurs, normalement. Mais oui, ça serait un gros tournant de vie, à mon sens. Hein. Un gros tournant, à mon sens, très évolutif, mais bien sûr, très insécurisant en même temps. Très insécurisant, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas très mutable. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit attention, les modes, c'est quelque chose que je regarde dès le début, parce que pour savoir comment la personne va réagir lorsque l'univers, je l'appelle comme ça, l'univers nous demande justement de faire des remises en question. Donc, elle n'est pas très mutable. Une chance, elle a un côté cardinal, mais un côté cardinal avec certaines peurs quand même. Saturne à l'ascendant, c'est certain que c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, qui a la possibilité, mais qui a peur de se tromper, peur d'échouer. 2 choses l'une, soit elle ne le fait pas par peur d'être ridicule, soit elle travaille comme une forcenée pour pouvoir y arriver. Je pense que ça serait plutôt le tempérament à travailler fortement pour y arriver. Oui, puis le Capricorne, la Lune Capricorne, Saturne à l'ascendant, c'est quelqu'un qui va avoir de l'estime de soi au fur et à mesure qu'elle va vieillir, qu'elle va se rendre compte que qu'est-ce qu'elle a construit, c'est solide. Tout à fait. Le temps joue vraiment en sa faveur. Oui, si elle l'utilise en termes de… Si elle ose se lancer des défis, parce que le Mars rétrograde en 12, c'est pas facile nécessairement au départ. C'est une difficulté c'est quelqu'un qui est en ébullition à l'intérieur. Un Mars en eau. Un Mars en eau n'est pas très confortable. Hein. Bon, il est en chute particulièrement, donc c'est assez fort. Et dans une maison d'eau, la maison douce, c'est la maison du poisson. Donc, et avec sa rétrogradation. Donc, elle porte en elle quelque chose qui bouillonne. Il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère qui est inhibée, qui est réfrénée, qui n'est pas facile du tout à exprimer, donc qui peut sortir n'importe comment à un moment donné aussi. Mais de là à avoir une confiance totale dans ses capacités d'initiative, pour se lancer des défis, pour aller sur des terrains inconnus, aller oser ouvrir des portes vers des univers qu'elle ne connaît pas, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui prend des risques mais mesurés quand même. Donc, il a besoin de savoir où elle met les pieds. Donc ça, cette énergie-là, elle est un petit peu coincée. Donc, c'est ça, ça parle bien de cette peur d'avancer. En même temps, elle a la capacité. Ce Saturne à l'ascendant, il est très fort. Mais c'est un petit problème, entre guillemets, d'ego. C'est parce que c'est l'ego qui pourrait l'empêcher de s'exprimer. L'ascendant Lion, hein, c'est ça. L'ascendant Lion, Saturne en Lion, qui vient renforcer ce côté-là. Donc, qui fait que, voilà. Et puis en plus, si, pour peu qu'elle n'ait pas suffisamment développé son estime d'elle-même, sa valeur personnelle, donc ça pourrait prendre du temps. Faut savoir qu'on le voit bien dans sa carte, qu'on voit que la maison 1 et la maison 2 sont toutes les deux en Lion. Ce qu'on appelle donc des maisons duplicata, dont le soleil est en Scorpion. Donc le soleil maîtrise 2 maisons quand même. Donc il est en quinconce à Jupiter, c'est ce qui carré Mars surtout, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui
dès qu'elle va faire, que je conseillerais à cette personne-là, déjà de ne pas avoir des projets aussi hauts qu'une montagne, d'accord, de se lancer des petits défis à la fois pour qu'elle puisse les atteindre plus facilement, pour que ça lui permette de se dire j'ai réussi, donc je suis capable, donc pour renforcer sa valeur à ses propres yeux, son estime d'elle-même, pour lui permettre de se consolider, de se renforcer et de reconnaître elle-même ce qu'elle vaut. Saturne à l'ascendant lui demande de se reconnaître et de ne... Parce que c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de reconnaissance, d'être reconnu sur le plan social, notamment. Ouais. Et parlant de plan social, qu'est-ce que tu dis de son Jupiter qui culmine en haut au milieu du ciel? je t'ai vu arriver et je le regardais justement au même moment. Alors lui, on se demande ce qu'il fait là d'un seul coup. Hein. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que lui, moi, je le vois un peu comme une soupape de sécurité. Très intéressant et très intéressant pour elle surtout parce que ce Jupiter en bélier qui culmine, il culmine quand même son thème. Même s'il est rétrograde, bon, ça c'est quand même assez courant, c'est pas forcément dramatique. Non. Mais ce Jupiter en bélier, c'est ça qui me fait dire que d'ailleurs, que c'est quand même quelqu'un qui est appelé à avancer, qui ne va pas se laisser, malgré les difficultés, qui ne va pas forcément se laisser abattre. Ça lui donne une force quand même une force de vie, une force d'action. Et en plus, avec, comment je dirais ça, une certaine protection, une certaine chance lorsque justement elle se lance des défis, lorsqu'elle doit commencer quelque chose dans sa vie, lorsqu'elle doit initier, lorsqu'elle doit prendre des décisions, notamment ici pour sa réalisation sociale et ou professionnelle, Jupiter est en maison 10, elle a la capacité, c'est une femme qui a la capacité à prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, à décider. Je ne dis pas que c'est toujours simple, mais elle a l'énergie qu'il faut pour avoir un poste même de direction, pour mener, pour stimuler, pour coacher les autres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je conseillerais bien. Ouais. Donc, oui, parce qu'elle a cette énergie d'enthousiasme lorsqu'elle commence quelque chose. C'est ça qui est paradoxal. Elle a peur d'échouer. Mais il y a une autre partie d'elle, et si je l'avais en face de moi, je lui dirais, vas-y, parce que quand tu démarres, c'est là que ton énergie se met en route, malgré les peurs. Les peurs n'empêchent pas d'avancer si on ne reste pas figé avec ses peurs. En fait, il faut qu'elle se parle elle-même, qu'elle arrive à s'encourager par elle-même. Et c'est en se lançant, et ça c'est un principe qu'on utilise, dont on parle beaucoup en psychosynthèse, petit pas par petit pas. Donc, alors des fois, elle pourrait retenir, et puis d'un seul coup, Jupiter en bélier, il a envie de vivre, hein, il va vivre, il est culminant. D'un seul coup, hop, elle pourrait avoir un coup d'impulsion qui pourrait la surprendre elle-même. Oui, surtout que ce qui est fabuleux, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, Pluton est complètement en bas dans sa maison 4. Il part des eaux troubles profondes, OK, si on veut, mais il est en opposition avec Jupiter. C'est comme s'il est projeté malgré lui vers le haut, dans le fond. Oui. C'est comme si, tu sais, puis Pluton, il ramasse toutes ses planètes en scorpion, fait que c'est comme ça, il lui dit, vas-y vers le haut, t'es capable. Oui, c'est vrai que quand on regarde, oui, un peu la caricature de la carte, ça peut presque dire ça. C'est quelque part, le message, c'est si tu te sens, si tes bases sont sécuritaires, et ça, c'est une priorité pour elle quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui je conseillerais vraiment d'avoir un lieu de vie dans lequel elle peut se ressourcer, se replier, parce qu'elle a besoin de se replier régulièrement. C'est une femme qui a besoin de silence, qui aime beaucoup le calme.
Saturne à l'ascendant, Lune en Capricorne, Scorpion, 4 planètes en maison 4. Hein. Donc, elle a besoin de ce côté calme pour justement se ressourcer et à un moment donné, hop, s'exprimer sur le plan social, faire ce qu'elle a à faire sur le plan social, dans la société, pour rendre des comptes ou pour travailler pour elle-même, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour diriger elle-même son affaire. Travailler de la maison, puis avoir une bonne... Oui, faire de l'argent quand même, oui, oui. Oui, et puis c'est quelqu'un qui n'aime pas spécialement l'autorité des autres. Hein. Mercure-Uranus? Mercure-Uranus, Saturne à l'ascendant. L'ascendant Lion, qui a déjà lui-même une autorité naturelle, n'aime pas forcément celle des autres. C'est vrai. Donc, honnêtement, elle a tout ce qu'il faut. Et puis, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait lui conseiller, c'est d'arriver à un moment donné, une fois qu'elle se sera renforcée au niveau de son estime d'elle-même, et développer des matières qu'elle maîtrise bien, parce que c'est important pour elle de bien maîtriser son sujet. Dans ce cas-là, elle a tout ce qu'il faut pour avoir un poste où on peut diriger, où on peut mener, quoi, hein, guider, c'est le mot que j'ai cherché, où elle peut guider. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, c'est ce Jupiter-là, comme tu le dis, qui peut l'aider vraiment à sortir des fois de certaines angoisses intérieures. Voilà. Et alors, c'est sûr que Jupiter est maîtrisé par la planète Mars. Hein. Jupiter est en bélier. Donc, Mars, on retrouve notre petit Mars, maître de la maison 10. Petit Mars bouillonnant, maître de 10 en plus, oui. Voilà. En 12? En 12. Ça peut être quelque chose, ça peut être un travail relié au domaine de la spiritualité, peut-être? Ça pourrait être de la psychanalyse, la psychologie? Pourquoi pas? Parce qu'il y a le sens de la psychologie déjà chez elle. Ça ne veut pas dire que d'emblée, au départ, ça serait peut-être pas la première chose qu'elle ferait, parce que ça demanderait beaucoup d'introspection et au départ, c'est pas toujours évident pour elle. Ça peut lui faire peur un peu au début. Hein. Lune en Capricorne, carré Pluton, voilà. Ça serait intéressant. C'est intéressant. Par contre, elle a tout ce qu'il faut pour travailler dans ce que j'appelle la gestion de crise. Ouais. Elle est capable, c'est une femme qui est capable d'avoir, même si à l'intérieur ça bouillonne, avec ce Mars en Cancer, avec le côté Scorpion, on sait très bien qu'il peut avoir une apparence de personne très forte, très puissante, mais en même temps à l'intérieur, il y a des, hein, il y a certaines torpeurs des fois. Donc, mais elle a un certain sang-froid en cas de difficulté parce que Saturne a l'ascendant, fait qu'elle est capable de garder le contrôle d'elle-même. La Lune en Capricorne est une spécialiste là-dedans. Voilà. Elle est capable de mettre ses émotions de côté pour gérer la situation. Donc, on peut lui faire confiance. D'ailleurs, c'est quelqu'un, franchement, si on lui fait confiance, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de soulever des montagnes. Parce qu'elle a besoin qu'on lui fasse confiance. Hein. Bon, idéalement, il faut qu'elle trouve la confiance en elle-même. Ça vient avec le temps. Hein. Mais quand on lui fait confiance, je pense qu'elle est capable Elle aurait trop peur de trahir la confiance. Ouais, c'est tellement important pour elle d'avoir l'air responsable et fiable et efficace, puis faire tout à la perfection. Puis c'est vraiment une candidate au burn-out. Il faut qu'elle fasse attention, ça, c'est sûr. Hein. Oui, elle pourrait être candidate à ça. Par contre, oui, si elle ne respecte pas ses limites, si elle emporte trop sur ses épaules. Et pour en revenir à ce Mars, maître de 10 en maison 12, en Cancer, donc elle peut travailler donc, avec des personnes éventuellement. Elle a la puissance pour travailler avec des personnes en difficulté ou dans des secteurs qui sont en difficulté. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut être des lieux tels que des lieux où il y a ça s'appelle des lieux de souffrance, hein, tels que les hôpitaux, les cliniques, les maisons, ça peut être des maisons de retraite, des prisons. Ça peut être aussi des grandes structures. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de travailler dans de grandes structures, style multinational. Parce que tout le monde n'est pas forcément attiré par la spiritualité, même si effectivement ça pourrait être un secteur qui lui conviendrait, ou tout comme la relation d'aide. Moi, ce que je trouve intéressant chez elle, c'est qu'elle pourrait, avec ce Jupiter en bélier, en maison 10,
qui est maître de sa maison 5. La maison, le Sagittaire est intercepté en maison 5. Donc, il y a le côté guide, il y a le côté éducatrice. Quelqu'un qui peut guider soit par rapport à une matière, former les autres. Le côté éducateur de la maison 5, comme on éduque un enfant, par exemple, pour aider la personne à se réaliser. Ce qui pourrait être d'ailleurs intéressant parce que c'est quelqu'un pour qui ce n'est pas forcément facile de choisir sa vocation. La maison 9 est en Poisson. La maison 9, pour moi, c'est la vocation. Viser, que viser pour elle? Qu'est-ce que je dois viser? En Poisson, c'est jamais toujours très clair. Il y a la lune noire qui est là aussi, qui est importante, en maison 9. Il y a surtout Chiron. Chiron, je le considère également, c'est important, en maison 10, à côté de Jupiter. Donc, elle a quelque chose à prouver, elle a quelque chose à réaliser, mais il y a une blessure aussi à ce niveau-là, une blessure antérieure. Donc, je ne peux pas ne pas le prendre aussi en considération, c'est important. Donc, quelque part, elle ressent l'importance, l'urgence même, de se réaliser. Mais comment se réaliser? Ça n'est pas toujours facile, parce que Mars est maître de 10 en maison 12, rétrograde. Voilà. Donc, ça peut la troubler un peu. Donc, par contre, pour sublimer ou transcender du moins une partie de cette difficulté-là, elle pourrait très bien un jour aider des personnes qui ont la même problématique. Aider des personnes, coacher, accompagner des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Ça, c'est bon. Oui, ce sera, oui, c'est vrai. Pour être une orientrice, oui. Et bien souvent, on enseigne ce qu'on en apprend. Donc, ça serait une bonne façon pour elle, même si je lui dirais, attention, on n'attend pas d'être parfaite pour le faire, d'accord? Parce que avec sa petite Vénus en Vierge, qui est quand même assez exigeante, sa Saturne, à l'ascendant, la Lune en maison 6 quand même, besoin d'être parfaite pour faire quelque chose. Donc, en même temps, c'est vrai que c'est quelqu'un à qui je suggérerais fortement de ne jamais hésiter à se perfectionner régulièrement. Saturne, maître de 6, conjointe à l'ascendant. La 6, c'est la maison de la Vierge, maison de perfectionnement. Chiron en maison 10 dit que ça ne sera jamais fini. Donc, il vaut mieux l'accepter et dire, OK, même si j'atteins un certain niveau, un certain but que je me suis fixé, hop, c'est intéressant de m'en fixer un nouveau. Donc, ça, cette notion de perfectionnement, elle est importante, elle est intéressante pour elle. Et c'est ça qui lui permettra, ou qui lui permet, si elle existe sur cette terre, qui peut lui permettre justement de trouver sa place, d'avoir plus confiance. Et si elle a plus confiance, elle va trouver en même temps plus de sécurité intérieure, être mieux aussi avec elle-même, donc mieux avec les autres. Et ça va calmer ses angoisses. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois dans le thème qui est important de mentionner? Il y a quelque chose qui m'intéresse, Ah, voilà, c'est parce que je dis ça parce que je rentre dans la peau du personnage, justement. Je trouve ça intéressant qu'elle travaille aussi tout ce qui est le mode de la communication. Ne pas hésiter, alors la communication et tout ce qui est apprentissage. Bon, ça vient en lien avec ce que je disais, avec le perfectionnement. La communication, pourquoi? Parce que sa maison 3 est en Vierge. Il y a Vénus qui est là. Il y a aussi, je considère, la part de fortune. La part de fortune diurne. Alors, moi, je regarde les deux. Je place les deux. D'ailleurs, sur la carte, on le voit, j'ai la part de fortune. Ben oui, c'est ça, je me disais, elle a 2 parts de fortune dans son thème. J'aime bien la fortune. Voilà, donc j'en ai 2. Oui, comme elle est née avec le soleil en nocturne, moi, je considère les deux. Je calcule les deux. Okay. Les deux vont jouer, à mon sens. J'ai pu l'observer sur des thèmes que je connais. Et donc, elle a cette part de fortune diurne en maison 3 et la part de fortune donc en Vierge
et la nocturne en maison 11, En en Gémeaux. Gémeaux. En Gémeaux. Donc, il y a une sorte de résonance. Oui. C'est-à-dire que le domaine de l'échange, de la communication, des apprentissages, ce sont des domaines qui peuvent lui amener de la joie, un sentiment d'accomplissement. Donc, même si des fois, ce n'est pas toujours évident pour elle d'exprimer ses émotions, ça ne l'empêche pas d'être capable d'exprimer des choses, des sujets, de parler de sujets très intéressants, Mercure en Scorpion, conjoint Uranus. Donc ça, c'est un outil qui peut beaucoup l'aider Mm. à se réaliser, à se réaliser. Donc, ne pas hésiter à aller dans le domaine social avec cette part de fortune en maison 11, ne pas se couper des relations, ce qui pourrait être tentant à un moment donné. Ah ouais. Oui, avec ce côté scorpion très prononcé, cette maison 4, ce Saturne à l'ascendant. Donc, ça peut être tentant par période. Hein. Et d'autant plus que, pour compléter et terminer là, que la maison 7 et la maison 8 sont dans le même signe en Verseau. Donc, on voit bien que le domaine relationnel, social, donc toutes ces relations qu'elle peut avoir dans sa vie, sont des relations transformatrices qui vont des fois la déranger, des fois faire des remises en question très importantes. Il y aura peut-être des fois un deuil à faire. Quand je dis deuil, entre guillemets, un deuil psychologique à faire. Mais en même temps que les relations sont le secteur qui peuvent l'amener à l'évolution. Donc, c'est certain que c'est lié aux transformations régulièrement. Voilà, ça n'est pas, honnêtement, pour la résumer, elle n'a pas une vie monotone du tout. Non, non, non. Elle va peut-être s'obliger à avoir une vie monotone, mais ça ne sera pas le cas. Ça ne pourra pas. Et puis, c'est vrai qu'il faut que je m'arrête à un moment donné. Mais je terminerai pour dire que un des gros défis dans sa vie, c'est d'ouvrir son cœur. Oui. Le nœud nord, ça c'est l'ascendant Lion, qui normalement a une capacité à l'ouvrir facilement, ce cœur-là. Le cœur, c'est très important parce que c'est une fille qui, si son cœur ne bat pas de vitalité, de joie, elle aura beaucoup de difficultés à avancer. C'est quelqu'un qui a besoin de faire ce qu'elle aime, hein, ça c'est clair. Tout le monde aime faire ce qu'il aime, mais elle, pour elle, c'est extrêmement important pour cet ascendant Lion. C'est primordial. Et c'est surtout qu'il y a ce défi-là, il est d'autant plus clair avec le nœud nord qui est en maison 5. Qui est comme la maison naturelle du lion. La maison du lion, absolument. La maison du lion et le nœud nord, c'est un défi à relever dans cette vie-ci. Donc, ouvrir son cœur, oser ouvrir son cœur, oser aimer. Et c'est peut-être en ayant des enfants. Alors, s'il y a des enfants, absolument, ça peut être tout à fait, ça la ferait travailler. Ouais. Et en même temps, il serait facteur d'évolution pour elle, absolument. Ouais, Oui, à cause du nord en 5. Ouais. oui. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est comme j'ai l'impression que je comprends ton cerveau. C'est tellement le fun. C'est vrai que c'est pas facile quand on est habitué à parler très vite sans donner les termes en astrologie. Bon, j'ai l'habitude avec l'enseignement, mais il est vrai que quand on commence à rentrer dans un thème, tout est interrelié, donc c'est d'arriver à... Alors c'est sûr qu'il y a toujours plein de choses à dire, mais je pense qu'on a fait un petit tour. Ah oui, mais c'est bon. Mais je trouve que c'est vraiment clair parce que tu navigues bien entre la signification des choses et les termes astrologiques. Fait que les gens qui vont écouter la vidéo, qui débutent ou qui sont en parcours d'apprentissage de l'astrologie, ça va beaucoup les aider. J'espère, je le souhaite. Moi, c'est toujours une passion, donc j'essaye de faire du mieux que je peux, comme on dit. Et ça peut donner une petite idée de ce que l'on peut, comment on peut analyser. Chacun a sa méthode, hein, c'est la mienne. C'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est la meilleure méthode. Puis tu donnes des cours par Skype, là, mais tu as beau être à 80 km de Toulouse, Carcassonne, tu donnes des cours par Skype. Fait que quiconque écoute la vidéo puis est intéressé d'apprendre l'astrologie avec toi peut le faire. J'ai un site web, de toute façon, j'ai un site web qui s'appelle Centre d'astropsychologie. Oui, voilà. je vais le mettre sous la vidéo. Les gens vont pouvoir aller consulter ton site web. Absolument. Oui. Et puis, c'est intéressant ce que tu fais, comme c'est une bonne idée ce que tu fais là, parce que chacun aura son approche par rapport au même thème.
Et quand j'en ai parlé autour de moi, il y a eu de bons retours. C'est une bonne idée. Ah oui, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir. Du temps où vrai. j'apprenais l'astrologie, où est-ce que j'achalais tout le monde sur tous les forums de discussion pour comprendre des choses. Tu sais. Il n'y a rien comme l'exemple. C'est vrai, parce que moi aussi, j'ai recherché ça au début, parce que j'avais aucune espèce d'idée de comment j'allais aborder un thème. C'est pas dans les livres qu'on trouve vraiment toute la notion. On trouve des données, mais mettre en lien, savoir comment on peut l'aborder, c'est pas facile. Bon, après, c'est subjectif, on a chacun notre façon de voir, de travailler. C'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut vivre avec qui on est, il faut faire avec qui on est. Mais c'est vrai que ça manquait, ouais, ouais, c'est bien. Ben, je te remercie beaucoup, Régine. C'est moi, je fais un gros coucou au Québec, hein, que j'aime toujours autant, qui me manque beaucoup. Peut-être un jour tu reviendras, qui sait? On le sait pas. On ira te voir. On ira te voir. Merci beaucoup. Bye. Salut.